façon, c'est des cours simples, donc même ceux qui assistent, qui arrivent en retard, là, c'est pas grave. Il suffit يقراوه c'est pas. فيهمش بزاف الفهمة. Non? Non, non, il y a rien. Non? Il y a, y a rien, docteur Choubini. Hmm. Il y avait ton écran, mais c'était pas. ماشي كيما قبيلة. مازال. Non, non plus. Gina ignorer, ne plus afficher. Miroir. Voilà, très bien. C'est Et là, bon, tu oui. commences par la première diapo, après voilà, tu n'es pas. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous Bonjour. présenter un cours qui devait se faire, excuse-moi, beaucoup plus d'une année. Mais معليش, mieux vaut tard que jamais. C'est avant l'examen. Au moins, du coup, يكون شوية في le DMS, au cas où. Donc, le cours se porte sur l'alimentation et le travail. Docteur Choubini, il y a un problème. La deuxième diapo, s'il te plaît. Donc, pourquoi un cours sur l'alimentation et le travail? La plupart des travailleurs prennent la moitié de leur repas, au moins la moitié, en dehors de chez eux pour les jours ouvrés, bien sûr du fait de l'éloignement de leur domicile et surtout de la pratique de la journée continue. Les conditions et les milieux de travail vont influencer sur la façon dont les travailleurs s'alimentent. On verra plus tard qu'il y aura des conseils généraux et qu'il y aura, pour certaines professions, très souvent, on nous pose la question, est-ce que, docteur, donnez-nous une idée sur le menu? C'est pas toujours obligatoire. Il y aura des moments où le menu doit être un menu standard, mais certaines professions nécessitent une adaptation de l'alimentation. Donc la santé nutritionnelle au travail doit évidemment prendre en compte l'examen à la fois des besoins nutritionnels spécifiques et des lieux où les employés prennent leur repas. Mais moi, dans ce cours-là, je ne vais pas du tout parler des lieux, ça va juste être la nutrition. Comme vous savez que le médecin du travail est conseiller de l'éducation sanitaire, c'est à ce titre-là que nous jouons le rôle d'éducateur dans le domaine de la nutrition. L'alimentation, je vous ai dit, elle va jouer un rôle dans le bien-être et la performance au travail. Une alimentation équilibrée et adaptée peut avoir un impact significatif sur la concentration, sur l'énergie, sur la productivité et la santé des travailleurs. Donc, en entreprise, la prévention si vous voulez, la prise en compte des pratiques alimentaires au même titre que la prévention des autres risques professionnels. On va considérer que l'alimentation est un risque professionnel à prendre en charge au même titre que les autres risques. Quelques définitions. Alors, l'alimentation étudie les sciences de l'aliment et tous les phénomènes qui concourent à son utilisation avant son devenir dans l'organisme. La nutrition va étudier le devenir de l'aliment dans l'organisme depuis son absorption dans l'intestin. Et le nutriment, c'est la phase ultime de l'aliment ingéré. Toujours quelques définitions. C'est quoi une ration alimentaire? C'est la quantité d'aliments à ingérer chaque jour pour couvrir la totalité des dépenses et assurer l'équilibre nutritif de l'individu. Chaque élément correspond à une valeur énergétique qui doit désormais, parce que très souvent, on continue à utiliser
le kilocalorie alors qu'on devrait parler en kilojoules. Donc, un kilocalorie équivaut à 4,18 kilojoules. Alors, les nutriments sont classés selon leur valeur énergétique. Nous avons les protéines, les lipides, les glucides qui sont énergétiques, les fibres, les vitamines et les minéraux qui sont non énergétiques. Le rôle aussi des aliments, les protéines, les lipides et les glucides et certains nutriments sont dits bâtisseurs, mais c'est surtout pour les protéines qu'on appelle l'aliment de luxe qui est bâtisseur, et les fibres, les vitamines et la majorité des nutriments sont des nutriments fonctionnels. Les aliments sont aussi classés selon leur taille, macro ou micro-aliments. Si vous prenez les glucides, les protéines, les lipides, ils constituent les principaux types de macronutriments. Là, vous connaissez, ce sont les bases même de la nutrition. Ces trois catégories vont fournir de l'énergie qui est mesurée en calories, mais 4 calories dans un gramme de glucides et de protéines et 9 calories dans un gramme de lipides. Ces nutriments vont aussi différer selon la vitesse à laquelle l'énergie est libérée. Les glucides apportent la libération la plus rapide, tandis que celle des lipides est la plus lente. C'est là que vous allez comprendre quand on a besoin de booster rapidement. Qu'est-ce qu'on donne? On donne des glucides. Vous passez pour cette diapo, j'allais l'enlever, je ne l'ai pas enlevée parce que Kane a la même à côté. Là aussi, vous passez. Ça, c'est un peu pourquoi je l'ai laissée, celle-là. C'est un peu pour les besoins nutritionnels, qu'il s'agisse de vitamines, de sels minéraux, de lipides. Elle est très bien détaillée, c'est bien de l'avoir pour vous. Femmes, hommes, selon l'activité, l'âge, les vitamines, les besoins en vitamines. C'est juste, c'est pas vraiment pour ce cours, mais c'est vraiment les apports nutritionnels conseillés pour les catégories hommes, femmes enceintes, personnes âgées, hommes adultes et ainsi de suite, hommes activité, sans activité. Allez-y. Les besoins nutritionnels. Alors, je vous ai dit, dans les besoins nutritionnels, nous avons les besoins énergétiques, nous allons avoir les besoins plastiques et les besoins fonctionnels. Alors, c'est quoi les besoins énergétiques? C'est d'abord le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie exprimée en kilojoules dépensée en 24 heures par une personne allongée au repos. Cette énergie, c'est l'énergie minimum nécessaire pour permettre le fonctionnement des cellules et assurer les fonctions vitales, cœur et respiration. Si vous voyez dans certains pays, là où ils sont malnutris, ils deviennent squelettiques, c'est qu'ils n'ont même pas leur métabolisme de base. Après, sa valeur moyenne est estimée à 6 900 kilojoules pour un homme et à 5 500 kilojoules pour une femme. Et bien sûr, ça va dépendre aussi de l'âge et du poids. Et après, nous avons le métabolisme global. C'est la quantité d'énergie exprimée en kilojoules dépensée en 24 heures. Elle correspond à la somme des dépenses énergétiques quotidiennes d'une personne et ce métabolisme global va dépendre de l'activité physique. Les besoins en énergétiques d'un adulte en bonne santé, ils sont la somme de trois éléments, de la dépense énergétique au repos, de l'activité physique et de l'effet thermique des aliments. La dépense énergétique au repos et l'activité physique vont constituer les facteurs qui contribuent le plus aux besoins énergétiques. Ça veut dire que l'effet thermique des aliments, c'est pas négligeable, mais il ne constitue pas l'essentiel de la dépense énergétique. Donc, Magenda montra que l'organisme élimine de l'azote même à jeun. Il y a toujours des protéines qui sont détruites, quel que soit l'apport. C'est l'extra-chaleur produite par la digestion et l'utilisation des aliments qui va varier en fonction de la nature de ceux-ci. C'est-à-dire que si on veut fournir à un sujet 100 calories pour son métabolisme de base, il faudra lui donner 106 calories s'il s'agit de glucides. Et par contre, s'il s'agit de protéines, il faudrait lui donner 140.
parce que vous avez de l'azote qui est éliminé même sans effort, même à jeun. Cette production d'extra-chaleur appelée action dynamique spécifique des aliments, elle est particulièrement élevée pour les protéines. Vous passez parce que là, je répète à peu près la même chose, sauf que c'est dit autrement. Donc, voilà l'estimation du besoin énergétique chez l'adulte, bien sûr à corriger en fonction des climats, en fonction du poids et en fonction de l'activité. Un homme de 50 kilos a besoin de 2300 calories. Une femme, plutôt de 65 kilos, c'est-à-dire que c'est selon le poids. Et pour la femme aussi, bien sûr, on a besoin de moins de calories. Je vous ai dit, tout ça est à, c'est des estimations sans tenir compte de l'activité physique, qui ne tiennent pas compte de l'activité physique. On va aller plus loin, on verra. Donc, la dépense énergétique peut être mesurée par calorimétrie indirecte ou estimée à partir d'équations dont les paramètres sont l'âge, le sexe, le poids et parfois la taille. Un peu pour résumer, cette dépense énergétique, elle est mesurée par calorimétrie et elle est utilisée dans certains pays, surtout par les diététiciens lorsqu'ils doivent ajuster un traitement diététique ou bien conseiller des gens qui doivent perdre du poids. Donc, ils vont, par calorimétrie, évaluer leurs dépenses énergétiques pour les conseiller sur les plans nutritionnels. Allez-y. Là, là. Je crois que je n'ai pas donné le bon exemple. Celle-là non plus. J'espère, je crois que ce n'est pas le bon truc. Donc, on avait vu les besoins, dans les besoins nutritionnels, les besoins énergétiques, après les besoins plastiques, plutôt dans les besoins nutritionnels, nous avons les besoins énergétiques et les besoins plastiques. C'est quoi les besoins plastiques? Comme son nom l'indique, si on avait dit tout à l'heure, ce sont les bâtisseurs. L'organisme doit trouver les substances, véritables pièces détachées nécessaires à la synthèse et au renouvellement de cellules. Ce besoin en matériaux est appelé besoin plastique ou bâtisseur ou constructeur. Donc, on distingue les besoins de construction pour la synthèse de nouvelles cellules importants lors de la grossesse et de la croissance, les besoins d'entretien pour permettre la réparation, par exemple en cas de plaie ou de renouvellement de cellules lésées, les constituants alimentaires les plus aptes à satisfaire ce besoin sont l'eau, les protides, les sels minéraux et les lipides. Ce sont ceux-là les bâtisseurs. Pour assurer, après on a les besoins fonctionnels, pour assurer un certain nombre de fonctions, l'organisme a besoin de substances indispensables apportées par l'alimentation, les plus aptes, les aliments les plus aptes à satisfaire ce besoin fonctionnel sont l'eau, les protides, les minéraux, les vitamines et les fibres. Alors l'équilibre alimentaire au travail, اللي ما شربت قهوة فكرتوني بلي j'ai pas pris mon café. Conditions. Alors, on va grosso modo parler des conditions de travail générales, des conditions de travail générales et alimentation. Et après, on va parler des conditions de travail particulières et alimentation. Donc, au travail, les troubles digestifs associés à de mauvaises habitudes alimentaires au travail sont très fréquents. Dyspepsie, épigastralgie, douleur abdominale, troubles du transit, risque d'ulcère, gastro-duodénal, obésité consécutive à des horaires de repas irréguliers et mal équilibrés, augmentation du taux de cholestérol et de triglycérides. C'est-à-dire que cela, ça c'est notre, euh, comment on dit, notre pain quotidien. Régulièrement, des travailleurs viendront vous voir pour ce type de problème d'alimentation au travail qui n'ont pas beaucoup de lien avec l'activité elle-même, mais c'est le fait qu'ils mangent à l'extérieur. La répartition alimentaire dans la journée, le temps consacré à la structure du repas doivent être le moins possible affectés par les cadences du travail, que ce soit par souci de simplification ou pour manque de temps. Ça serait bien
de ne pas sauter de repas. Ça serait bien que ça soit à des heures réguliers. Les lieux de repas doivent être séparés des lieux de travail et bien entendu propres, confortables, restaurants d'entreprise et au minimum des installations permettant la conservation telles que micro-ondes, réfrigérateurs, distributeurs de boissons et ainsi de suite. Ça, c'est pas vraiment le cœur de notre cours, mais c'est un peu, vous allez jouer votre rôle d'éducateur sanitaire. Les apports conseillés, donc c'est les besoins en énergie sont très variables. À la diversité des dépenses s'ajoute dans l'estimation une grande variabilité individuelle. C'est pourquoi que lorsqu'on désire les évaluer, il faut considérer deux situations. Lorsqu'on veut évaluer les apports conseillés, lorsque vous devez conseiller, il y a deux situations. Soit, allez-y, soit on conseille un individu, soit on conseille une collectivité. L'individu, c'est simple, c'est au cas par cas. C'est un individu qui vient vous voir, qui veut connaître la quantité d'énergie qui lui est nécessaire pour maintenir un poids stable, ou bien c'est une collectivité. Je vous ai dit, il y a des standards qui ne sont pas très très bons, mais bon, il y a des standards d'alimentation, comment doivent se nourrir les chauffeurs, les travails de nuit, mais c'est pas très très commode. Voilà à peu près, grosso modo, ce que vous pouvez conseiller aux adultes, mais bien sûr, il faudrait être vraiment tatillon sur les kilocalories ou les kilojoules quand une personne vient vous demander, pour une personne ayant une activité physique réduite, 8800 kilojoules, pour une personne activité pour la majorité de la population masculine, 11 300, pour une personne ayant une activité physique importante, 12 500, pour des personnes effectuant de gros travaux, plusieurs heures chaque jour. Mais là, parfois, c'est très, très difficile de se dire c'est quoi une activité physique importante. On n'a pas grand-chose pour l'estimer. Donc, quelqu'un qui marche 2 heures va vous dire mon activité est très importante. Parfois, c'est le maçon, parfois, ça dépend. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens pour dire c'est une activité physique importante ou pas. Peut-être, comme le fait professeur Amari, l'utilisation de la fréquence-métrie. Peut-être mesurer la cardiofréquence-métrie qui va nous permettre est-ce que c'est un travail pénible ou pas. Mais là, on n'en est pas là. C'est juste un peu pour vous dire, c'est des trucs approximatifs. Mais nous, dans notre quotidien, il faut rester pratique. Donc, c'est à peu près vraiment activité réduite. C'est un travail de bureau. Mais même là, il va vous dire, moi, je suis assis toute la journée, je suis fatigué. Donc, ça dépend. D'accord? La répartition de l'alimentation dans la journée, environ 80% de l'apport énergétique au repas de midi et le soir, 15 à 20% au petit déjeuner. Et puis, si la journée de travail commence très tôt, il faudrait aménager une pause entre 7 heures et 8 heures du matin. Il faudrait qu'il prenne une pause le matin, s'il a pris son café à 4 heures du matin. Maintenant, les conditions de travail particulières et l'alimentation. Les environnements de travail sont très variables. Bureaux, usines, chantiers à l'extérieur, déplacements, travail de nuit, travail en ambiance thermique chaude ou froide, travail ou sans effort physique. On va voir au cas par cas. Alors, l'alimentation et travail de force. Donc, la mécanisation a raréfié le travail de force, mais persistent quand même certains emplois qui ont des exigences physiques intenses tels que les travaux forestiers, les routiers, les moniteurs ou compétiteurs sportifs, et on doit veiller à satisfaire les besoins énergétiques plus importants avec un surplus d'apport alimentaire calorique. Donc, si le poste de travail nécessite une activité physique dépassant 200 kilocalories pour les 8 heures, la régulation énergétique peut être envisagée. C'est pour ça que je vous dis, très souvent en entreprise, l'employeur va venir vous dire, docteur, conseillez-moi quel type de menu je dois faire. Je dois mettre
Il ne faut pas vous lancer directement dans les conseils parce que ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Donc, à court terme, les stocks d'ATP intramusculaires sont épuisés en quelques secondes et doivent donc être reconstitués à la suite de la dégradation du glucose et des graisses, des réserves lipidiques de l'organisme ou de l'alimentation. Il est donc conseillé d'avoir une alimentation essentiellement glucidique. Donc, pour les travailleurs de force, à court terme, il est fatigué, il a pris vous lui conseillez de prendre quelque chose de sucré. C'est ça qui va lui apporter rapidement le besoin énergétique. À long terme, il faut leur conseiller une répartition de la ration afin de maintenir un apport protidique suffisant et un apport lipidique raisonnable. Si besoin 3500 calories, l'apport protéique doit être entre 1,5 et 2 grammes par kilo et par jour. C'est vrai que chez nous, les apports protidiques, ça dépend du niveau culturel, ça dépend du milieu social, ça dépend. Moi, je mise beaucoup sur l'œuf parce que leur dire il faut manger des protéines, tout ça. Donc, il faut vraiment leur conseiller l'œuf. Les À l'arrêt, protéines, les comment? protéines, les protéines animales, ils sont meilleurs par rapport aux protéines végétales. Oui, oui. Et les acides aminés qui se trouvent dans l'œuf, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah, très bien. Ils sont meilleurs que les. Oui, que la C'est les viande. meilleurs par rapport à tout. Comment? J'ai pas compris. Oui. Ah, d'accord. Ça Au va. Canada, chez. Vous auriez pu nous le dire dès le début. Surprise, oui. Non, il m'apprend quelque chose. Je ne savais pas que c'était les meilleurs donc par rapport à tout. Oui, Comme par moi, rapport. j'adore l'œuf. Oui, Ah, c'est oui, magnifique. Moi, je le conseille ben, parce que je me dis c'est ce que à la portée du travailleur. exactement, oui. Donc, à l'arrêt du travail de force, le sujet s'adapte spontanément en augmentant ses ingestats proportionnellement à la dépense d'énergie. Il ne dépense plus d'énergie, donc il va augmenter ses ingestats. Mais la régulation se fait moins bien dans le sens contraire. Et c'est pour ça qu'ils prennent du poids. Il importe donc de les mettre en garde et leur conseiller une réduction volontaire des apports alimentaires pour qu'ils ne grossissent pas. L'activité continue dans un grand nombre d'industries et de services implique, là on est dans le travail posté, hein. Je n'ai pas mis le titre, mais travail posté en équipe, horaire décalé ou de nuit, on estime qu'au moins 20% des salariés travaillent de nuit ou en travail posté. La perturbation des horaires et des conditions de la prise alimentaire avec plus de consommation de thé ou de café pour rester éveillé va générer des troubles somatiques chez les travailleurs en horaire décalé. Seulement, les résultats des études consacrées à l'alimentation des travailleurs postés sont concordants. Le travail posté, comme le travail de nuit, n'entraîne pas de modification de l'apport énergétique quotidien par rapport à des témoins. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille de nuit qu'on a besoin de plus d'apport. Aucune étude ne le montre. Donc, les travailleurs postés sont victimes de leurs erreurs alimentaires. Il y a le grignotage, il y a l'excès de lipides, les sandwichs, pour rester éveillé, la tablette de chocolat, la boîte de gâteau, et ainsi de suite. Donc l'excès de lipides, les quantités insuffisantes de glucides, une consommation de café augmentée, un comportement de grignotage, la fréquence des troubles dyspeptiques est diversement appréciée chez les travailleurs postés, augmentée chez les uns, comparable à celle des témoins chez les autres. Donc une prise de poids plus rapide ou plus fréquente qui a été rapportée chez les travailleurs postés, mais elle est corrélée à l'apport calorique. La mise, non, c'est pas la peine. Les troubles, c'est pas la peine. Là aussi, je répète, les troubles digestifs, non.
Voilà. Alors, pour optimiser la performance des travailleurs de nuit, voilà quelques conseils à leur donner. Manger léger pendant la nuit, car la digestion et le métabolisme sont moins efficaces. Consommer des collations saines et de l'eau tout au long de la nuit, surtout vers le quart de nuit pour maintenir votre énergie, ça les maintient éveillés. Hydratez-vous bien pour réduire la fatigue et augmenter l'alerte mentale. Et puis, il faut limiter la consommation des caféines pour éviter de perturber le sommeil après le travail. Parce que la caféine, elle va avoir un effet 5 heures après l'avoir consommée. Pour le travail en ambiance froide, les personnes travaillant en ambiance froide des températures inférieures à 5 degrés sont très nombreuses, soit en extérieur, le froid naturel, soit en intérieur, le froid artificiel, principalement dans les installations frigorifiques de l'industrie alimentaire ou de l'exposition au travail excessif, moins de 25 degrés parfois dans l'industrie alimentaire. Pour les travaux en extérieur, le risque est encore plus aggravé et accru par une exposition au vent et à l'humidité. Parce qu'en plus du froid, il y a du vent et il y a de l'humidité. Voilà à peu près quelques échelles des expositions au froid naturel ou artificiel. Dans le secteur de l'alimentaire, ça peut aller de plus 2 à 12 degrés. Euh, En Europe, nous avons moins 10 en hiver, en janvier, -28 lorsqu'on on veut congeler des aliments, -40 au pôle sud, -55 pour le stockage des poissons congelés et -90 en extrême relevé au port sud. C'est juste des estimations pour que vous sachiez que oui, Professeur, juste pour information, oui, quand on stocke les aliments donc dans le congélateur, oui, et après on les réchauffe pour les oui. manger, donc le stockage, ce stockage-là, il va réduire l'indice glycémique des aliments à peu près de 40%. Donc Il c'est va ce qui réduire, compte. pardon? L'indice glycémique de cet aliment à peu près 40%. Ah, Ah oui. Donc la c'est congélation, c'est bien, surtout pour les diabétiques. c'est magnifique. Oui. C'est dommage. Alors, je vais m'y mettre. Moi, j'aime pas les aliments congelés. Je congèle rien du tout. Oui, ils disent qu'il va perdre les vitamines et tout. Non, en fin de compte, il va diminuer l'indice glycémique. Des Donc aliments. oui, tous les aliments, même les viandes, les légumes, les fruits. Ah, donc, vous êtes réellement le spécialiste, hein? Ah, c'est intéressant à savoir. Ok, merci pour l'information. Allez-y, docteur Chibini. Donc, quels vont être les effets? Fatigue accrue, perte de dextérité. Le foie peut avoir des répercussions sur la qualité du travail et provoquer directement ou indirectement des accidents, glissades. Les effets sur la santé peuvent concerner le corps dans son ensemble ou seulement les parties exposées. Ça peut aller des simples engourdissements jusqu'à gélure. Sur le plan général, le plus sérieux, bien sûr, c'est l'hypothermie. Vous passez. Donc, le travail au froid augmente également les risques de troubles de TMS. Ça, je vous l'ai mis juste comme ça, mais après, on va voir pourquoi dans l'alimentation. Les mesures de prévention adaptées permettent de réduire le nombre d'accidents et troubles liés au travail et au froid. Vous passez à la diapo d'après. Si le port de protection individuelle contre le froid est valable, c'est-à-dire qu'ils ont une combinaison veste, pantalon, bottes fourrées est correcte. Les besoins énergétiques sont peu augmentés par rapport au même travail en ambiance normale. Et les rations alimentaires n'ont pas à être différentes et ne sont pas significativement augmentées. Donc, ce n'est pas la peine. Si on arrive vraiment à mettre en place une protection, il faut le considérer comme avoir des besoins énergétiques tout à fait normaux. Mais il faudrait mettre à la disposition des travailleurs un local chauffé offrant la possibilité de consommer des boissons chaudes et la principale mesure des préventions nutritionnelles à conseiller.
Donc, c'est surtout des boissons chaudes et tout ça. Le travail en ambiance chaude, l'exposition à la chaleur va se rencontrer dans les métiers de l'extérieur, notamment le BTP et l'agriculture, et dans les métiers s'exerçant à proximité des fours. Tout comme pour le travail en ambiance froide, les régulations de l'organisme du fait de la chaleur n'entraînent pas des répercussions énergétiques. Il n'y a pas lieu d'adapter la ration calorique dans ces situations. Bien sûr, le maintien constant de la température centrale se fait en grande partie par la sudation. Les pertes vont dépendre de la température, de l'humidité, du mouvement de l'air, du travail fourni, du temps pendant lequel le sujet est exposé à la chaleur. Et non, reviens. La dépense d'énergie est peu importante et le principal problème, ça va être surtout les compensations hydroélectrolytiques. Par contre, les problèmes de santé dus à la chaleur génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, des pertes de connaissance du fait de l'hypersudation et de la déshydratation consécutive à la perte d'électrolytes. Pour ne pas, si vous voulez, polémiquer sur ça, ce qu'il faut pour les travailleurs exposés à la chaleur, leur donner de l'eau. En France, dans le Code du travail, ils vous disent au moins 3 litres par travailleur. Donc, c'est ce que vous devez conseiller aux travailleurs exposés à la chaleur, plutôt aux employeurs qui ont des travailleurs de l'agriculture et du en 24 heures, oui. 3 litres par jour. Les chauffeurs routiers, de nombreux troubles digestifs sont causés par les conditions de travail des chauffeurs de poids lourds, conducteurs d'autocars. Ils présentent tous des gastrites, des colopathies, des dyspepsies. La mauvaise hygiène élémentaire créée par les déplacements, par des horaires de repas que vous comprenez complètement irréguliers, de jour comme de nuit, c'est ceux-là qui sont à l'origine de ces troubles digestifs. Donc, ils sont guettés par l'hypertension, l'hyperglycémie, le surpoids, qui sont très importants chez les chauffeurs et bien sûr qui constituent des facteurs de risque cardiovasculaire. Les déplacements professionnels et les repas d'affaires, vous comprenez qu'on ne se nourrit pas c'est chez soi. L'alimentation pendant les fréquents déplacements irrégulières, déséquilibrée, trop abondante, alcoolisée, c'est un fait chez nous. Dans les dîners d'affaires, il y a beaucoup de consommation d'alcool ou de gazouze, comme l'a dit le monsieur. Pour moi, c'est aussi nocif les uns que les autres. L'alcoolisme au travail n'épargne aucune classe socio-professionnelle. Et je vous ai dit, dans les repas d'affaires, il faudrait bannir l'alcool. Il ne faut pas croire que chez nous, ça n'existe pas. D'accord? Donc, quand vous avez des hommes d'affaires qui vous disent, je suis souvent en déplacement, pas chez moi, il faudrait lui dire, attention de ne pas trop arroser les dîners d'affaires. Très souvent, c'est avec des étrangers, actuellement avec beaucoup, j'en ai vu moi-même avec des Chinois, ils sont obligés de les accompagner et très souvent, ils consomment en même temps. Donc, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Le travail de contrôle et de qualité dans l'industrie, qui dit contrôle dit vigilance. Nombreux sont les postes dans l'industrie qui nécessitent un état de vigilance important et prolongé lié au contrôle qualité, à la surveillance de machines, à la sécurité. Donc attention à la somnolence postprandiale qui est augmentée en cas de fort apport glucidique. Elle est à l'origine de la réduction des performances et un nombre accru d'accidents du travail et même d'accidents de trajet. Donc les gens, les travailleurs qui ont un travail de contrôle et de précision, il faudrait axer tout sur la vigilance, rester éveillé,
pas en fumant ou en buvant, mais plutôt en ayant une alimentation légère, équilibrée et en étant bien hydraté. La surveillance médicale, la visite médicale périodique de la médecine du travail doit être l'occasion d'informer le personnel ayant du surpoids des bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène de vie à respecter. Je vous dis, je ne pense pas qu'il y ait un médecin du travail, surtout que nous, on fait le fameux bilan standard. Parfois, c'est nécessaire, puisque ça nous permet de découvrir des dyslipidémies, des glycémies. Donc, c'est le moment où nous parlons de les habitudes alimentaires. Au vu de cet examen médical, les médecins du travail doivent toujours rappeler les mesures diététiques pour les travailleurs, surtout ceux qui sont en ont bon point. Pour le personnel concerné par des conditions de travail prédisposant aux troubles nutritionnels, un bilan de santé est vivement conseillé un peu avant la cinquantaine, avec peut-être même un électrocardiogramme, un bilan biologique sanguin et ainsi de suite. En conclusion, la nutrition est un enjeu important pour les entreprises et les employés. Les avantages d'une alimentation équilibrée au travail sont nombreux, notamment la prévention des pathologies les plus fréquentes, la réduction de l'absentéisme et l'amélioration de la qualité du travail. L'alimentation a un impact sur la performance et l'efficacité des employés, mais l'environnement de travail a également un impact sur l'alimentation et donc sur la santé physique et le bien-être des employés. Une alimentation déséquilibrée peut entraîner une baisse de la concentration, un manque d'énergie, un grignotage, un surpoids, des carences et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Et je vous remercie. Alors, il y a quelque Merci. chose, Merci, professeur. docteur Boutou, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer sur ça. Ah oui. Sur le cours تاعنا dans le programme اسمه alimentation et travail. Quand Ah. vous allez voir l'EMC, il parle nutrition et travail. Oui, je pense que c'est le titre le plus approprié, nutrition et travail. Voilà, Déjà, voilà. oui. À la base, déjà, nous, en tant que médecins, on n'est pas formés sur la nutrition. On n'a pas eu déjà avant un module de nutrition. Non, du tout, surtout حنايا, les anciens. C'est pour ça on trouve des difficultés à conseiller, par exemple, des gens, ou bien des travailleurs, ou Oui, bien. oui. On peut leur donner de très mauvais conseils parce qu'on n'est pas tellement. Moi, Exactement. moi, je ne vais pas très loin. Pour vous dire la vérité, j'essaie de leur interdire la limonade, le sucre. J'explique ce que c'est que les sucres vides. Je me dis, c'est déjà pas mal. Oui, on peut donner des conseils, par exemple, surtout les repas traditionnels. Les Oui, repas traditionnels, ils sont hyper caloriques. Euh, oui, oui, Par oui, exemple, dans la zone de la Kabylie, oui. ils voient, ils utilisent l'huile d'olive comme si c'est une molécule magique. Wallah, طحت لي على قلبي. C'est exactement ce Voilà. que je leur dis toujours. Pro- C'est pro- une bonne huile, mais la Professeur, quantité, oui, c'est une bonne huile, c'est une très bonne molécule. C'est des huiles essentielles, mais je leur donne toujours un exemple. Par exemple, une cuillère à soupe de l'huile d'olive, oui, c'est l'équivalent en calories, hein, en calories, oui, c'est l'équivalent d'un bol rempli de légumes. d'accord. Après, je leur dis, c'est à vous le choix de manger un bol rempli de légumes ou bien une cuillère à soupe de l'huile Mais d'olive. c'est ça, chez les Kabyles, comme c'est une bonne huile, ils la mettent partout. Ah oui, partout, J'ai partout. dit, mais finalement, vous prenez beaucoup plus d'huile Oui, et la que. bois même à jeun. C'est ça. Mon papa ربي Oui. يرحمه كان ينوض الصباح يبدا بها يرقد بها Oui, parce c'est qu'il n'aimait bien, pas mais la dose bon, recommandée, c'est entre 2 à 3 cuillères à soupe euh, dans par la jour, journée. C'est dans la déjà pas journée. mal. Hein, C'est pour ça pas que plus. elle est mieux que les sieurs, mais c'est pas une raison pour prendre tout le temps. Non, c'est pas une Huma raison. دايرينها دوا, c'est un médicament. C'est un gramme de lipides, de l'huile d'olive, c'est l'équivalent de 9 calories. Alors, si tu prends 20 grammes, Oui, c'est donc fois 9, ça va donner. c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ouais. Merci pour cette information. Je l'ai toujours dit, mais quand c'était quelqu'un de Tizi Ouzou qui est d'accord avec moi, ça me fait plus plaisir.
Plaisir partagé. Merci, merci. Merci. S'il vous plaît, pour le deuxième cours, vous me dites quand l'heure